Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbe. Ouais, c'est ça. Allez, allons-y sur la géothermie, parce que c'est quand même super intéressant. Bon, alors, on a bouillante, géothermie bouillante, 15 mégawatts de turbines. Et effectivement, c'est la seule centrale dans la Caraïbe insulaire. Alors, il y en a, si on fait la Grande Caraïbe, là, le Costa Rica dispose de centrales. Mais effectivement, sur l'arc caribéen, c'est la seule. C'est la seule. Et puis même au niveau français, en géothermie haute énergie, il y a une petite centrale en Alsace, mais qui n'est pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes dimensions. Donc, et c'est un potentiel super intéressant, parce que pour le coup, alors, c'est local, c'est renouvelable. C'est renouvelable. C'est renouvelable, donc décarboné. Et en plus, c'est une électricité qui est produite à bouillante, qui est une électricité, j'allais dire, en base, c'est-à-dire elle est produite 24/24. C'est ça. Sauf un incident technique. Et donc, c'est 6% de notre électricité, à peu près, bouillante. Et par contre, il y a un potentiel important. La bouillante est en train d'avoir un projet qui est en train de se concrétiser, de mettre 10 mégawatts supplémentaires. L'idée, c'est d'utiliser les calories du fluide qui est pour l'instant déversé en mer pour faire de l'électricité. En fait, les gens qui connaissent bien bouillante, tout le monde est allé se baigner à la sortie, des eaux qui sortent de la centrale. C'est à 40 degrés, c'est à 40 degrés, c'est très agréable. Et cette eau, en fait, c'est l'eau qui est pompée, qui vient du sous-sol, mais qui est mélangée à de l'eau de mer parce qu'elle est en sortie de centrale. Elle est en fait bien plus chaude que les 40 degrés qui sortent. Ok, d'accord. Donc il y a un système de pompage qui mélange l'eau qui sort de la centrale et qui rejette en mer. Mais dans cette eau-là, en fait, il y a des calories qui sont inutilisées, donc il y a un potentiel de production d'électricité. Et donc le système qui est en train d'être mis en place, ils ont tous les permis, tout est calé. C'est effectivement de continuer à utiliser une partie. Alors, je rassure les baigneurs, il y aura toujours un peu d'eau chaude qui sert de la centrale. Il y a un vrai attrait touristique. C'est clair. Donc voilà, la géothermie bouillante continuera à alimenter, à rejeter une partie de cette eau, mais il y en a une partie une partie de l'énergie qui sera réutilisée. Optimisation de leur process. Et est-ce que j'avais entendu dire qu'ils parlaient de nouveaux puits aussi? Alors c'est ça. Sur le sud Basse-Terre, en Guadeloupe, il y a trois zones qui font l'objet soit de demandes ou de permis exclusifs de recherche. En fait, il y a des sociétés qui disposent d'une aire géographique dans laquelle elles peuvent forer et commencer à explorer les potentialités de géothermie. Donc, Ormat, géothermie bouillante, a la concession autour de bouillante. Donc, il y a une potentialité à un moment qu'ils puissent forer ailleurs et continuer à développer leurs capacités. Les capacités, ça c'est clair. Il y a une deuxième zone qu'on appelait à une époque le permis de vieux habitants, qui est plutôt une zone Saint-Claude, on va dire, et où là, Géothermie de Guadeloupe, la société de Géothermie de Guadeloupe a conduit des explorations, ou en tout cas a commencé à regarder ce qu'il pouvait y avoir. Et puis, il y a une autre zone sur laquelle Albioma a demandé un permis, qui n'est pas encore obtenu, qui serait plutôt la zone de Gourbert, et où là aussi, il pourrait y avoir d'abord une exploration et puis ensuite une exploitation. Alors, la géothermie, il y a toujours une incertitude. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas foré et qu'on n'a pas regardé ce qu'il y avait sous nos pieds, on n'est pas forcément sûr qu'il y a l'abondance de l'artiel. Donc, ça veut dire, et puis ça coûte cher, un forage, c'est plusieurs millions d'euros.
de forêt. Et c'est des autorisations Et des autorisations, bien sûr. Et donc, derrière, ça prend du temps à être développé. Mais dans la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle a été écrite récemment, sans dire de bêtises, je crois qu'il est prévu 75 mégawatts de potentialité. On en est à 15 actuellement sur Bouillante. Donc, c'est peut-être un peu ambitieux, mais n'empêche que l'idée, c'est de dire on a besoin de la géothermie pour justement avoir une électricité 24-24, on va dire, ce socle dont on a besoin de base. Et puis dessus, on peut commencer à mettre des choses plus variables. C'est ça. C'est qu'on on a une limite de vulnérabilité, d'acceptabilité des énergies variables, puisqu'à un moment donné, le réseau a besoin de stabilité, quoi. Complètement. Voilà, donc on peut difficilement comparer aussi la valeur des énergies parce qu'il y en a certaines qui permettent effectivement une production au long cours. Est-ce que, avant de passer à la maîtrise de l'énergie, est-ce que les avancées technologiques en termes de smart grid, même d'intelligence artificielle, pourraient nous laisser penser que cette part des énergies renouvelables pourrait vraiment augmenter avec des systèmes un peu de stockage de batteries et une gestion des réseaux avancée plus. Alors pour clore peut-être sur la géothermie, dire aussi qu'on n'est pas les seuls à avoir du potentiel. La Martinique en a, potentiellement. Et puis tout l'arc caribéen qui part de la Grenade jusqu'à Saint-Kitts, Nevis. Il y a des projets en Dominique, il y a une grosse potentialité. Vous aviez participé à une étude Ouais, il y avait même des projets en disant, mais la Dominique, en fait, le potentiel est tellement énorme et ils ont relativement peu d'habitants qu'à un moment, on pourrait construire une centrale qui non seulement alimenterait la Dominique dans son intégralité, mais aussi pouvoir exporter vers la Guadeloupe et vers la... ils ont un gros potentiel. Ouais, c'est en tout cas, c'est clair. Et puis, je crois qu'ils sont quand même beaucoup moins nombreux que nous. Oui. donc ça pourrait faire ça. Bon, c'est un projet qui a quand même été un peu abandonné ou en tout cas mis de côté. C'est des investissements phénoménaux aussi. Tirer un câble, ou des câbles, c'est quand même très, très, très compliqué et très coûteux. Mais il n'empêche que, en tout cas, pour résumer, le potentiel chez nos voisins est aussi important. Il y a des recherches qui sont sur Saint-Kitts, sur Nevis. Je crois qu'il y a eu des forages qui ont été faits sur Saint-Vincent. Voilà, enfin, là où il y a du volcan, forcément, il y a du potentiel de géothermie. Et l'ambition en Guadeloupe, c'était de monter un centre d'excellence sur la géothermie pour les Caribéens, pour dire, à un moment, on a un bel exemple à Bouillante, on a un savoir-faire. Tiens, si on se mettait avec nos voisins pour un petit peu davantage sensibiliser, davantage former, et puis davantage être dans l'exemplarité et diffuser la bonne parole. On a la chance d'avoir une filière exemplaire ici, c'est vrai qu'autant la mettre en avant et pourquoi pas. Alors après, en termes d'emploi, c'est pas non plus... il y a géothermie bouillante, je ne sais pas combien d'emplois ça représente. C'est une bonne question, quelques dizaines, mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix, j'allais dire. Et puis là, pour le coup, c'est de l'emploi non délocalisable parce que la ressource, on ne va pas la déplacer. Voilà, c'est clair. Elle est là, sous nos pieds. Ouais, c'est clair. Ok, super. Un petit mot sur la maîtrise de l'énergie. Oui, et tu voulais parler aussi un peu de réseau, aussi, de souplesse du réseau. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Et simplement dire qu'effectivement, il y a forcément des potentialités de gestion de la demande. Et là, on va arriver aussi sur la maîtrise de l'énergie. Mais on peut imaginer des choses qui sont le jour où on a un parc de véhicules électriques, par exemple. Tout à l'heure, je disais, il faut éviter de brancher son véhicule électrique à 18 heures, là où la demande est la plus forte. On peut imaginer, et c'est assez simple, de programmer les véhicules ou les bornes pour dire je ne délivre pas d'électricité entre 18h et 22h. Par contre, entre 10h et 14h, le photovoltaïque produit à plein. À Jarry, il y a des panneaux, c'est quasiment sur tout le hangar, j'allais dire. Là, ça produit à plein. C'est le moment de recharger les véhicules. Et on peut même imaginer, par exemple, qu'à un moment, il y ait du véhicule to grid, c'est-à-dire du véhicule vers le réseau. J'ai chargé mon véhicule, mais j'en ai pas forcément tout à fait besoin.
Et à un moment, j'ai un tarif attractif d'achat et le réseau me propose que j'en remette un peu, justement à 18h ou 19h, parce qu'en plus, les batteries, on a des tailles d'îles qui font que... faibles. Quand tu fais le plein, entre guillemets, de ta batterie, au bureau, on a une Zoé. La Zoé, on la recharge tous les 15 jours. Ah ouais, à ce point-là? C'est peu, mais voilà, même pour aller à Basse-Terre, c'est un quart de ma batterie, quoi. Ouais, enfin, l'aller-retour. Ouais. Donc, j'ai pas forcément besoin de recharger au quotidien. Voilà. Donc, à un moment, on peut imaginer que le réseau dise j'ai besoin d'un petit peu d'énergie, tiens, j'en récupère dans les véhicules qui sont prêts à m'en donner. Voilà. Il y a des voitures qui sont déjà conçues comme ça, je vois. Ouais. Bon, c'est une idée qui n'est pas neuve, qui circule depuis un petit moment. Mais à un moment, on se dit, ça peut être intéressant, cette espèce de foisonnement par la batterie de véhicule qui est plus seulement un réservoir, mais qui est aussi une potentialité d'alimenter la réseau. Voilà, bon, c'est un exemple, mais c'est sûr que oui, le couplage numérique, énergétique, ça fait de la smart grid, du réseau intelligent, des choses comme ça. On peut penser à ça. Il y a probablement beaucoup d'économies à faire là-dessus. En stockant à plein d'endroits différents, en utilisant les batteries de chacun. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur un réseau où on met de plus en plus d'énergie renouvelable, elles sont variables, on peut les prévoir. On sait avec les modèles météo quand est-ce qu'il va y avoir du vent, quand est-ce qu'il va y avoir du soleil. Dans une certaine mesure, mais à un moment, c'est quand même variable. Et donc, l'idée pour la stabilité d'un réseau, c'est effectivement d'avoir aussi de la batterie, du stockage, de pouvoir déporter cette fameuse pointe du soir, de pouvoir l'alimenter, ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a une flexibilité qui est compliquée. Hein. C'est pas c'est pas évident. D'où l'image de la bouteille de champagne qui aussi arrose tout de manière un peu anarchique. Voilà, enfin, faut trouver. Parfois, on sature le réseau tellement. Faut trouver effectivement un équilibre entre pour justement pas que ça devienne anarchique. Ça. Ok, super. Bon, on pourrait rentrer encore dans plein de détails, mais on pourra pas le faire. On enchaîne sur la maîtrise de l'énergie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Sur la maîtrise de l'énergie, alors on a peu parlé de transport. On va rester sur l'électricité d'abord. C'est des gros sujets. C'est des gros sujets. Allons-y sur les transports quand même, parce que c'est vrai que je voulais en parler, parce que tu en as parlé au tout début. C'est à la fois la production d'électricité pour le réseau et les transports qui sont les plus émetteurs de carbone. Ouais, c'est ça. Là, tu parles de véhicules électriques. Oui. On peut difficilement imaginer une conversion totale de la flotte, notamment, alors peut-être éventuellement des véhicules particuliers à un moment donné. Est-ce que le réseau sera capable de le prendre? Ça, c'est une autre question. Et quand on parle d'autres types de véhicules, ceux qui polluent aussi beaucoup et qui émettent beaucoup de carbone, les véhicules lourds, les électrifier, ça devient compliqué. Ouais. Alors, effectivement, je crois on parle transport parce que quand on parle énergie, c'est toujours un peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire tout de suite, on va sur les énergies renouvelables, on commence à parler de maîtrise de l'énergie, mais on pense surtout électricité. Et puis, d'un seul coup, le grand pan de l'énergie carburant transport, c'est quand même 2/3 de nos consommations. Exact. Et seulement 1/3 sur la partie électrique. Et donc, et pour être clair, c'est le plus compliqué pour faire une transition sur les transports. Alors, voilà, c'est déjà pas facile sur la partie électrique. Alors, sur les transports, accrochez-vous. Et en plus, je disais en Guadeloupe qu'on était plus émetteur que dans l'Hexagone d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier parce qu'effectivement, on a relativement peu d'alternatives à un véhicule individuel. Donc, comment on fait? D'abord, il y a plein de termes à l'équation transport. Il y a d'abord essayer de réduire cette demande ou se poser la question de savoir pourquoi on se déplace. Là, ça, c'est très, très, très compliqué parce que ça veut dire qu'on va travailler sur l'aménagement. C'est-à-dire comportements.
Oui, les deux. Mais effectivement, c'est aussi de dire ma maison, elle est loin de mon boulot, qui est loin de là où je vais faire mes courses et des choses comme ça. Et on sait qu'en Guadeloupe, quand même, on a un aménagement, on a beaucoup de maisons individuelles, moi le premier, et donc on a des bourgs qui sont quand même beaucoup dépeuplés, et on s'aperçoit que effectivement ça impacte le modèle de véhicule individuel. Mais ça c'est du très très long terme. Mais il faut essayer de penser dans les aménagements le plus possible à dire il faut que les services, l'emploi et les lieux de résidence soient peut-être un tout petit peu plus rapprochés, entre guillemets. Ouais, c'est le premier terme de l'équation. Ouais, ok. Le deuxième terme de l'équation, c'est comment j'y vais. Donc, il y a la voiture, mais on peut parler aussi de marche à pied, de vélo, accrochez-vous. Voilà, d'autres modes. Le bus. Et de bus, bien sûr, c'est clair. Donc, effectivement, développement du transport en commun. Quand même, faut être clair, avec le réseau Carulis et aussi le réseau de la région interurbain, on commence quand même à avoir une qualité de service qui s'améliore, on peut dire quand même. C'est clair. On n'est pas au bout du trait, mais il y a des projets aussi de bus à haut niveau de service en site propre, un peu comme ce qu'on a en Martinique. TCSP, enfin, transport en commun en site propre. BHNS, bus à haut niveau de service. Enfin, voilà, il y a plein de mots comme ça, mais ce projet-là, il ressurgit à Cap Excellence. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Vélo, alors à une époque, je pense pas si lointaine, parler de vélo, sauf vélo sportif, parce qu'il y a une vraie tradition en Guadeloupe de vélo sportif, mais de vélo de déplacement du quotidien à vélo, je pense que c'était un peu une espèce on se prend pour un fou. N'empêche qu'il y a un développement de pistes cyclables. Il y en a qui sont en construction. Il y a un grand projet à la Marie-Galante. Il y a un projet sur la région pointoise. On peut commencer à la voir se dessiner entre Lauris-Sisque et Bémao. Et puis, il y a des vélos en libre-service, même sur la région. C'est le SMT, qui a commencé à déployer ça. Donc, on commence à avoir des prémices si on peut peut-être se déplacer sur des petites distances. On sait qu'il fait chaud, c'est pas le plus simple, mais n'empêche que sans infrastructure, c'est clair que c'est très compliqué, mais si ces infrastructures commencent à voir le jour, on se dit, tiens, pourquoi pas. Et puis après, une fois qu'on a ça, après on peut aussi voir les taux d'occupation. Typiquement covoiturage ou plus de monde dans le bus. Et là, d'un seul coup, on est plus dans l'efficacité parce que d'un seul coup, alors il y a des applications qui existent. Carrosse, si je ne me trompe pas. Il y en a une autre qui s'appelle Déposer. On les a reçus ici. Voilà, c'est ça. Donc là aussi, on voit, on voit de l'offre qui arrive, un peu de changement d'usage. On sait quand même que le plus compliqué, c'est le domicile-travail. Dans l'Hexagone, le covoiturage s'est beaucoup développé, mais sur des longues distances, et pas forcément sur le domicile-travail. Et pour y avoir travaillé, c'est clair que le domicile-travail, c'est compliqué parce qu'il y a un besoin de sécurisation. Et c'est ça un peu souvent la frontière, c'est de dire, oui, mais si mon enfant est malade à l'école, ou si... j'ai pas de solution, qu'est-ce que je fais? Ou si mon collègue doit rentrer avant. C'est ça. Et donc ça, c'est un vrai gros point, c'est clair. Et puis après, tout à la fin, j'allais dire, il y a le type de carburant, qu'est-ce qu'on va mettre dans le véhicule individuel. Et là, on va commencer à parler véhicule électrique ou camion à l'hydrogène. Et donc, on va dire qu'il ne faut pas forcément voir la modification, la décarbonation du système de transport seulement comme je fais basculer 200 000 véhicules thermiques à 200 000 véhicules électriques, boum, d'un seul coup, mais voir comme c'est une des solutions dans tout un panel d'autres solutions. Et il faut vraiment explorer les choses les unes derrière les autres, même si elles ne sont pas simples, plutôt que de dire, bon, on va régler le problème, tac. Ça y est, on fait basculer tout le parc. Il y a un changement de comportement.
Et alors, en termes de carburant, qu'est-ce que tu penses de la filière gaz, du potentiel de la filière gaz pour les véhicules lourds, par exemple? Ouais, on l'a étudié. Ouais. Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, il y a un petit potentiel de méthanisation en Guadeloupe. Et on pourrait, il y a 2 moyens de valoriser ce gaz qui pourrait être de résidus de déchets agricoles et autres. Bout de station d'épuration, enfin, on peut mettre pas mal de choses dans un méthaniseur, pas tout, mais... Ouais. Et quand on produit ce gaz, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et l'optimisation, la meilleure optimisation, c'est de le brûler dans un moteur pour faire avancer un véhicule. Parce que le rendement est bien meilleur que si on produit de l'électricité avec. On perd quoi, 70%, c'est ça? Ouais. La cogénération. Il me semble bien que c'est comme ça. Donc, l'idée vertueuse, plutôt, c'est de dire il va remplacer un carburant, plutôt un carburant fossile, plutôt que d'aller remplacer... Enfin, il y a d'autres moyens de faire de l'électricité peut-être plus intelligentes, entre guillemets, que de le faire à partir d'un gaz produit par méthanisation. Et donc, après, ça pose quand même des questions de filière, parce qu'on n'a pas de réseau de gaz, bien sûr, en Guadeloupe. Ça pose des questions de si à un moment le méthaniseur il est en panne, faut sécuriser, qu'il continue à rouler. Donc, en fait, il faut construire une filière autour de ça. Et c'est pas si simple, pas évident. Mais la potentialité, elle existe. Ça peut être intéressant. Ouais, ce que je me dis, ne serait-ce qu'à petite échelle, en commençant par les véhicules lourds, les camions, etc., avoir les bus, et peut-être, parce que tu peux avoir de la méthanisation, mais tu pourrais aussi avoir de la pyrolyse. Tu pourrais faire de la pyrolyse de déchets, de bois, de plastique. Oui, alors, sur ces questions de pyrogazéification, on est assez prudent côté ADEME. Parce qu'il faut quand même que l'intrant soit très homogène. Dès que l'intrant commence à être, dès que dans un pyrolyseur on met quelque chose d'un petit peu hétérogène, on s'aperçoit, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais mes collègues du siège disent qu'on s'aperçoit que d'un seul coup on a beaucoup de problèmes et que ça a du mal à fonctionner. Donc voilà, et puis peut-être que le côté méthanisation est peut-être plus robuste. Directement, mais c'est vrai que si on monte une filière, il faut une stabilité des sources. C'est une filière, c'est pas juste un projet. C'est ça. Je pense que c'est vraiment, faut le prendre sur ces questions de filière. D'accord. Et puis après, quand on parle transport lourd, on pense hydrogène aussi. Parce qu'effectivement, faire rouler un camion à l'électricité, c'est un peu plus compliqué pour des questions d'autonomie et ou de poids des batteries. On s'aperçoit que l'optimum, il commence à être un peu compliqué. Et donc, la solution, effectivement, GNV, gaz naturel de véhicule ou hydrogène, peut être une solution intéressante. Et là, il y a un projet actuel qui serait un champ photovoltaïque, un petit bourg, avec un électrolyseur qui produirait de l'hydrogène et qui alimenterait quelques bus. Voilà. Là aussi, dans un esprit de construction de filière, de test, de voir ce que ça peut donner. Et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie dont on parlait, l'idée plutôt est de construire cette filière hydrogène plutôt pour le transport lourd, véhicule, mais pourquoi pas aussi bateau. Voilà, donc c'est quelque chose à regarder. Après, c'est une question de coût aussi. Il faut regarder à combien on sort l'hydrogène. Le prix des bus, c'est plus tout à fait le même. Exactement. Donc, y a un bus à l'hydrogène, je crois, coûte 5 fois plus cher. Je n'avais pas en tête peut-être un peu moins quand même, okay. mais bon, voilà. Mais cas, pour l'instant, c'est clair que ça coûte plus cher. On peut penser peut-être au rétrofit, c'est-à-dire à faire en sorte que ce ne soit pas un bus neuf qu'on importe, mais peut-être un bus qui était un autre carburant et dont on change la motorisation. Ça peut être une idée aussi. L'idée du rétrofit aussi, on a essayé un peu de la porter ou de commencer à la regarder, parce que sur certains véhicules, alors qui roulent beaucoup, pas forcément le véhicule de monsieur tout le monde, mais de passer d'un carburant fossile à d'un moteur thermique à un moteur électrique sur des véhicules qui roulent beaucoup,
ça peut être intéressant. Et puis, ça permet d'avoir de la main-d'œuvre locale, de créer un emploi local, d'importer juste le kit et pas seulement l'ensemble du véhicule. Ouais. Bref, ça peut être assez vertueux et intéressant. Ouais, super. Ok, bon, écoute, je pense qu'on a au moins fait ce petit point sur les transports. Non, c'est bien. La maîtrise de l'énergie. Ouais, c'est le pan aussi qu'on aborde souvent un peu en second rang, alors que c'est peut-être le premier sur lequel on peut agir. On dit souvent que l'énergie qu'on consomme pas, c'est la meilleure. Et là, en Guadeloupe, en plus, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce que d'abord, la région Guadeloupe s'est saisie du sujet de la performance du bâtiment assez tôt, au début des années 2010, en édictant en 2013, si je me souviens bien, une réglementation thermique spécifique à la Guadeloupe, en prenant une habilitation législative, c'est-à-dire en écrivant une loi à la place du Parlement français. C'est possible dans la Constitution. Ouais. C'est un super exemple, parce que c'est un super exemple d'un territoire qui se dit moi j'ai besoin d'une réglementation thermique, il faut vraiment qu'on soit plus performant et qui se donne les moyens, y compris juridiques, pour édicter une réglementation. Et c'est une bonne réglementation qui a été faite en concertation avec les professionnels. Je pense que certains craignaient que ce soit quelque chose d'un peu au rabais, je pense à l'époque, et même peut-être dans mes collègues aussi. Pas du tout. Ouais. Donc on a un diagnostic de performance énergétique quand on vend un logement qui est spécifique à la Guadeloupe. Et je crois que c'est un super exemple qui est à mon avis pas assez connu. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc ça c'est intéressant. Et puis est venu, ça fait 5 ans maintenant, il y a un dispositif qui est vraiment très intéressant qui s'appelle le cadre de compensation pour la maîtrise de l'énergie. Alors accrochez-vous. Ouais. Mais ici, dans les zones non interconnectées, en Drôme, on paye notre électricité la même chose que quelqu'un dans la Creuse ou à Paris. Alors que notre électricité coûte bien plus cher, on la produit au moins 2 fois plus cher qu'on la vend. Et donc, il y a forcément un gap, un delta, bien qu'il y ait quelqu'un qui paye ça. Et donc, ça, c'est payé par en fait l'ensemble des consommateurs français par une taxe qu'on appelle la CSPE, la contribution au service public de l'énergie. Et cette taxe-là, elle est payée par tous les Français. Et donc, on a une électricité qui est subventionnée ici. Donc, c'est un bénéfice, c'est quand même bon pour l'économie. On connaît la vie chère dans tout l'outre-mer. Pour le coup, l'électricité, elle n'est pas très chère. Alors, parfois, ça n'encourage pas forcément aux économies d'énergie, parce que des fois, le signal prix, ça fait qu'on y est plus attentif, mais c'est quand même globalement une excellente chose pour chacun d'entre nous. Mais bien sûr, ça coûte à nos concitoyens et à l'ensemble des Français. Donc, l'idée, c'est que moins on consomme d'électricité dans les Outre-mer, moins ça coûte cher à tout le monde. Et donc, Et donc, faire baisser les consommations, c'est aussi un bénéfice financier pour tous les Français. Okay. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais on a cette contribution, on a cette enveloppe financière qui fait baisser les prix dans tout l'outre-mer. Est-ce qu'on n'utiliserait pas une partie de cette enveloppe financière pour financer de la maîtrise de l'énergie sur ces territoires-là, et donc pour faire baisser les consommations et, in fine, moins appeler de taxes? Et ça, c'est super intéressant. Et donc, ce dispositif, ça fait 5 ans qu'il existe sur tous les Outre-mer. C'est la Commission de régulation de l'énergie qui l'a mis en place. Et ça permet, en fait, via EDF, via les primes Agir Plus, de subventionner des dispositifs de baisse des consommations. Donc, de la clim performante, de l'isolation en toiture ou sur les murs, de la LED. On a vu des offres à 1 € sur le brasseur d'air, par exemple. Oui, exact. À ce genre de choses. Ouais. Du chauffe-eau solaire. Ouais. Et donc, tout ce panel de solutions pour faire baisser les consommations d'électricité, en fait, il vient, il est appuyé par effectivement une partie du budget de
de cette fameuse CSPE, de cette taxe payée par tous les Français. D'accord. Okay. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. Et on voit les consommations électriques qui ont baissé. Alors, modulo l'année dernière, où effectivement, on a vu des températures qui ont commencé à vraiment augmenter, donc un petit rebond. Mais n'empêche que, en tendance longue, alors le Covid a fait des choses un peu bizarres, mais en tendance longue, ça fait une dizaine d'années que les consommations électriques baissent en Guadeloupe. C'est clair. Et ça, c'est quand même super intéressant parce que je ne pense pas qu'on ait renié sur le confort, mais par contre, on a ces baisses-là. C'est vraiment super intéressant. Ouais. Et on a beaucoup d'acteurs qui s'y intéressent de plus en plus. Les bailleurs sociaux s'intéressent aux problématiques de climatisation. C'est clair, on a, tous les acteurs s'y sont intéressés avec des incitations financières qui sont quand même super intéressantes, qui encouragent. Ouais. Ok, super. Merci pour ce petit point spécifique. Il y a aussi des initiatives d'entreprises qui font des études pour maîtriser leur consommation. Il y a des gros consommateurs quand même sur l'île, des transformateurs. C'est clair, et là aussi, on a quand même vu le prix de l'électricité augmenter assez fortement ces dernières années, et on voit bien qu'effectivement le prix de l'énergie, c'est quand même, tout le monde y est très sensible, c'est clair. Après, il y a alors, maîtriser l'énergie et faire une transition énergétique, c'est aussi s'affranchir un peu des soubresauts géopolitiques qu'on subit tous, c'est clair. Donc, plus on sera dans une consommation locale et maîtrisée, moins on sera dépendant de l'extérieur, des marchés mondiaux qui fluctuent. Là, on est plutôt dans un repli des prix de l'énergie, tout le monde souffle un peu. Mais ce qu'on a vécu sur la guerre en Ukraine, on a bien vu d'un seul coup que ça peut, que les marchés peuvent être déstabilisés rapidement. Donc, le bénéfice aussi d'une transition énergétique, c'est aussi d'essayer le plus possible de se mettre à l'abri de ces fluctuations, et puis de faire tourner une économie locale. C'est pas plus mauvais non plus. Non, il y a que du bon, il y a que du bon là-dedans. Après, faut aussi, je pense, regarder aussi les transformations que ça peut donner, et socialement aussi être attentif quand même à certaines choses. On va revenir sur le transport et les carburants routiers. Les carburants routiers, il y a une taxe sur les carburants spécifique aux DROM qui alimentent les collectivités locales. Donc, il faut faire très attention. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe. Tout le monde le sait. Mais le jour où de plus en plus on part vers du véhicule électrique, ça va faire baisser les consommations de carburants routiers, ce qui est une bonne chose. N'empêche que ça va faire baisser aussi les recettes des collectivités. Et à un moment, il va falloir trouver une autre source de financement. Je suis content que tu en parles, j'allais oublier ce sujet. C'est un gros sujet. C'est un très très gros sujet parce qu'effectivement, autant il y a plein de côtés très vertueux à cette transition énergétique, autant il y a des conséquences économiques qui peuvent être fortes, des impacts. Ça c'est clair, et donc l'idée aussi c'est de s'y préparer, c'est de pas faire ça d'un seul coup, d'éteindre la lumière, c'est vraiment pas du tout le sujet, mais ça préoccupe les gens. Et puis après il y a aussi une question de transition d'emploi, c'est clair, parce qu'il y a des secteurs qui vont baisser, la distribution de carburant, s'il y en a moins, forcément il y aura moins d'emplois dans ce secteur-là aussi il faut y être attentif et proposer d'autres choses en face. Donc, on est dans des sujets quand même délicats, et j'allais dire aussi qu'on a beaucoup parlé technique, on a beaucoup parlé différentes sortes d'énergie et tout, mais on ne peut pas parler de transition sans parler d'une partie sociétale aussi. Bien sûr. Alors, on a parlé d'usage, de comportement, de changement, mais il y a des changements économiques, sociaux, qu'il faut aussi accompagner en même temps. Et je pense aussi que à l'agence, on n'est pas que sur des questions techno. Même si je suis un technocrate, mais il y a des questions sociales derrière, sociétales, qui sont vraiment fortes dans toutes les transitions. Et
voilà, et sur lequel on est aussi très attentif. On a des sociologues, alors pas en local, mais à l'agence. Et on s'aperçoit que de plus en plus, ce n'est pas des questions techniques. C'est aussi des questions de société. Bien sûr. Voilà. Et presque aussi de modèles de comment on vit, de quoi on a envie, de comment on vit au quotidien. Ouais, c'est vraiment ça aussi, c'est des modèles de société. Ouais. L'ADEME a diffusé, a mis sur la table 4 scénarios. Alors là, pour le coup, c'était l'Hexagone. On n'a pas fait l'exercice pour l'Outre-mer, mais 4 scénarios de transition, c'est transition 2050. Et on voit bien que derrière ces scénarios plus ou moins techniques, c'est aussi des modes de vie. Et on peut pas, on peut pas dissocier l'aspect technique de l'aspect mode de vie, en fait. C'est clair. Ouais, qui est très spécifique en plus ici, donc ça vaudrait le coup d'ailleurs de... Ah oui, on aimerait bien. On le fera peut-être de manière un peu sectorielle ou des choses comme ça, parce que c'est des exercices très très compliqués et très très gourmands en temps, en main d'œuvre, mais effectivement, ces questions de mode de vie, c'est un petit peu la base. Même des fois, je dis souvent qu'on manque de sciences sociales sur nos territoires. Je me fais souvent reprendre par les gens du monde politique qui disent « Mais nous, on connaît très bien notre population, on lui parle, vous inquiétez pas. » Et je pense que c'est vrai, mais je pense aussi que connaître, faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de recherche en sciences sociales sur les Guadeloupéens, ce qu'ils pensent, comment ils vivent. Et quelles sont leurs aspirations. Je pense que c'est quelque chose qui quand même, en tout cas moi me manque. Là je dis en tant que technocrate, peut-être je suis pas politique, je suis technocrate, mais voilà, je pense qu'on peut pas juste plaquer un modèle en disant voilà ce qu'il faut pour la Guadeloupe. C'est pas du, enfin je crois que c'est justement pas du tout le chemin qu'il faut emprunter. C'est aussi l'intelligence de la loi de 2015 dont je parlais, c'est de dire la programmation plurielle de l'énergie, c'est pas que l'État qui l'a fait, c'est la région, c'est aussi les collectivités. Et je crois que c'est vraiment cette imbrication qui est intéressante. Surtout dans les ZNI, donc ces territoires, on est encore plus soumis à cette dépendance de la perception locale, parce qu'on n'est pas connecté aux autres. Oui, c'est ça. Alors, entre guillemets, ça peut presque faciliter les choses, parce que quand on regarde comment fonctionne ce qui entre, ce qui sort... Oui, limite, t'as une vraie limite, quoi. Vrai pour toi. Voilà, alors là, pour le coup, c'est très, très limité. Mais en même temps, effectivement, c'est la Guadeloupe, c'est spécifique, il n'y en a pas d'autres. Et donc il faut prendre en compte tout ce qu'est la Guadeloupe. Et ça, à la fois c'est passionnant, mais c'est très intimidatant aussi, parce que personne détient la vérité. Et là aussi, quand on parle transition, même transition énergétique, on fait des programmations, on fait des scénarios, mais moi je dis souvent que celui qui dit c'est comme ça qu'il faut faire, on peut pas, personne détient. C'est en fait, on le fait en marchant aussi. Faire avec tous les acteurs, et pas juste décider. C'est pas possible. Non, puis c'est vrai, comme tu disais, c'est vrai que c'est toujours difficile de se donner une idée, parce qu'il y a toute une partie des Guadeloupéens qui sont en recherche justement de modes de vie plus alternatifs. Je vois, moi ça fait une dizaine d'années que je suis là, je vois une évolution en tout cas un peu dans le monde associatif et aussi dans le monde culturel de retour à la nature et de vouloir aussi fonctionner. Mais il y a aussi toute une Guadeloupe qui fonctionne à fond, voiture. Oui, et en plus, alors, faut le redire, on a une population qui est moins aisée financièrement, voire carrément pauvre, que la population de l'Hexagone. Donc, il y a des gens qui ont besoin de consommer davantage, parce qu'ils sont plutôt en privation qu'autre chose. Donc, je pense que cette réalité-là, il faut la prendre en compte. C'est pas c'est vraiment donc c'est des questions aussi sociales et sociétales, et pas juste que de la techno. Exactement. Bon, ok, super intéressant. On va finir par une petite séquence futuriste. Séquence futuriste, donc c'est soit de la science-fiction,
soit de la réalité proche. Je te laisse un petit peu choisir. Si on se projette, allez, en 2050, on parlait de 2050 tout à l'heure, à quoi ressemblerait la Caraïbe, on va étendre à la Caraïbe, si on avait tous super bien joué nos cartes justement sur les volets climat et énergie? Vous avez une de... Non, je pense, tout à l'heure, je parlais, enfin, vous parlez autonomie énergétique. Je pense que les potentialités, elles sont super importantes. On le constate. Donc, probablement qu'on a une Caraïbe qui est déjà moins dépendante ou qui est sortie quasiment des énergies fossiles. On pourrait aller, je fais vraiment de la science-fiction, on pourrait même penser qu'avec toute la géothermie qu'on a pu développer au moins sur la petite Caraïbe, on a quasiment presque un réseau intégré avec de l'électricité qui passe de Grenade à Saint-Kitts. Allez, ouais, alors là je suis dans la science-fiction, hein, mais avec aussi un réseau qui pèse plus, presque un réseau pas continental, mais en tout cas, d'accord, ouais. Et qui permet aussi que quand il y a une résilience aussi entre les îles. Il y a une centrale qui flanche. Il y a un événement climatique majeur qui passe sur une île, les autres continuent à alimenter le reste. Là, je fais de la science-fiction. Ça serait génial. Mais voilà, ce genre de choses. Je pense aussi à, par exemple, l'hydrogène. On a passé la mobilité lourde complète à l'hydrogène, voire la mobilité maritime. Allez, soyons fous. Moi, j'aime bien, il y a un projet Farwind, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un projet de bateau à énergie, donc de faire circuler un bateau à voile, alors un voile à turbo-voile plutôt, qui fait dans la mer des Caraïbes et qui, par des hydrogénérateurs, fait en sorte de créer de l'électricité, la transforme à bord de l'hydrogène et vient la livrer au port. Et là, on pourrait se dire, tiens, il y a plusieurs bateaux de production d'énergie qui se déplacent, qui livrent l'hydrogène, et notre mobilité lourde, elle est à l'hydrogène. Voire quand on a un surplus d'une centrale géothermique, par exemple en Dominique, on disait que le potentiel était très fort. On produit de l'hydrogène avec, et la mobilité lourde sur la Caraïbe est passée à l'hydrogène. C'est beau, hein. Non, mais c'est beau. Non, mais techniquement, ça serait potentiel. Regarde, il y en a qui ont réussi à envoyer des fusées sur Mars. Pourquoi pas? Donc, mais voilà, le potentiel est probablement là. Ça peut-être pas 2050 là. Peut-être pas 2050. Qu'est-ce qui serait le plus gros frein à ce que ça se passe pour toi? C'est quoi la plus grosse difficulté pour le... Ah, c'est compliqué ça. Bon, il faut quand même du financement et de l'investissement massif, c'est clair, hein. Je pense que il y a quand même le nerf de la guerre, hein, qui fait que quoi. C'est des infrastructures natives. Dès qu'on commence à parler d'énergie, déjà on parle en dizaines d'années. Enfin voilà, c'est des infrastructures particulièrement lourdes. Donc voilà, il faut quand même investir. Ouais, c'est de la coopération internationale. C'est la coopération internationale. Quand on parle d'électricité entre la Dominique et la Guadeloupe ou la Martinique, c'est aussi le fait que d'un seul coup, c'est des accords internationaux, c'est être sûr que la stabilité politique de l'île d'en face fasse en sorte qu'on soit toujours alimenté, parce que autant on peut être interdépendant et dire le jour où vous avez un problème climatique, on peut venir, quand il peut commencer à y avoir de l'instabilité politique, je dis pas de la Dominique, mais voilà, là, d'un seul coup, c'est dépendant de ses voisins. Ça peut devenir compliqué, ce genre de choses. Ouais, c'est ce que je vois, mais et puis après, voilà, c'est la science-fiction, c'est pas mon métier. Non, mais moi j'aime beaucoup, c'est bien là. J'imagine, on se projette. En tout cas, si c'est pas sur toute la Caraïbe, peut-être à petite échelle, il y aura peut-être des îles qui vont se joindre, on ne sait pas. Ok, alors bon, allez, un dernier petit truc. Dans toutes les innovations dont on a parlé, ou d'autres peut-être dont on n'a pas parlé,
quelle serait celle pour toi qui pourrait avoir le plus d'impact sur la transition dans la Caraïbe? Ah, wow. Innovation ou technologie, ouais. Ouais, technologie. Pas trop développée encore. Ouais, pas trop développée. Je reviendrai sur la géothermie qui me quand même être c'est comme le plus gros. Super intéressant. Enfin, il n'y a pas d'énergie idéale, hein, on va dire. Mais n'empêche qu'il y en a qui ont beaucoup moins de défauts que d'autres, on va dire. Ouais. Et là, je me dis quand même, on a ça en commun justement avec une grande partie de nos voisins. On a déjà un très bel exemple ici. Qu'on y arrive, c'est pas possible. Il faut qu'on y arrive. Ok, excellent, super. Très bien. Écoute, Jérôme, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour l'invitation, pour la discussion. Ouais, c'était un bel échange. Est-ce que tu as des liens à donner ou tu veux qu'on affiche? On va dans nos différentes plateformes, on va mettre des liens. On va mettre le lien de l'ADEME Guadeloupe, mais tu as peut-être des ouvrages de référence ou des choses? Je pense que Synergile, à travers l'Observatoire régional de l'énergie du climat, les chiffres clés produit d'excellentes choses de qualité. Donc, on va mettre un lien. Le site de la région qui doit s'appeler Guadeloupe Énergie contient beaucoup de choses. Alors, il y a des choses techniques et puis des choses moins. Donc, ça, c'est intéressant. Sur le site de la DEAL, on a aussi beaucoup de choses. On parlait transport. Il faudra qu'on retrouve une page spécifique où il y a pas mal d'études qui ont été présentées il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, où il y a beaucoup de choses super intéressantes. Là, déjà, je pense qu'on a pas mal de sources intéressantes. Pour ceux qui veulent creuser. Vraiment aller creuser. Ouais. Ok, super, génial. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite bon courage pour tous les défis à relever. Et puis, merci pour la qualité du podcast. C'est vraiment chouette. On fait ce qu'on peut, on essaye. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On vous invite toujours à nous laisser des commentaires, à poser des questions. On y répondra. Ça nous enrichit aussi, ça nous permet de réfléchir et de nous améliorer. Je vous souhaite à tous une superbe semaine et à bientôt. Régénération Caraïbe, le podcast.